1 an après les attaques du Hamas en Israël, les secousses se font encore sentir aux 4 coins du monde, y compris en France. À travers 4 épisodes, La Loupe vous propose de comprendre comment le conflit a encore des conséquences dans notre pays. Épisode 1, et l'antisémitisme flambe bas. C'était il y a 1 an. Le 7 octobre 2023, le Hamas lançait un assaut sans précédent sur Israël, tuant plus de 1160 personnes, en majorité des civils. En quelques heures, les images ont fait le tour du monde. À la une ce soir, Israël sous le feu d'une attaque surprise et de grande ampleur du Hamas. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou qualifie la situation de guerre. Le festival techno bat son plein avant de basculer dans l'horreur. Des tirs et des milliers de jeunes fuient en tous sens, se cachent où ils peuvent. L'armée israélienne parle d'une attaque combinée avec des tirs de roquettes et des infiltrations de terroristes en territoire israélien depuis la bande de Gaza. Ce jour-là, 251 personnes ont également été prises en otage et emmenées dans la bande de Gaza avant qu'Israël ne renchérisse en bombardant la région. C'est un nouveau tournant dans le conflit israélo-palestinien qui dure depuis plus de 70 ans. Ils étaient dans la force de l'âge. Céline, Marc, Elias ne vieilliront pas. 4 mois plus tard, le 7 février 2024, Emmanuel Macron rend un hommage national aux victimes françaises de l'attaque. Il promet d'assurer la sécurité au Proche-Orient devant leur portrait exposé dans la cour des Invalides. Et le Hamas lança, par surprise, le plus grand massacre antisémite de notre siècle. Mais la communauté juive s'inquiète également des répercussions en France. Et a raison, car dans les jours qui suivent l'attaque, les agressions et les menaces se multiplient. Alors qu'en est-il 1 an plus tard et comment a réagi l'État ? La réponse dans cet épisode. Et je suis allée chercher l'éclairage d'Agnès Laurent, grand reporter, spécialiste des questions de société à l'Express. Bonjour Agnès. Bonjour Charlotte. D'abord, pour bien se rendre compte de ce que ça représente aujourd'hui, on recense combien d'actes antisémites en France ? Alors, 1 mois après le 7 octobre, le gouvernement recensait déjà 1518 actes ou propos antisémites. À titre de comparaison, sur l'ensemble de l'année 2022, on en avait enregistré 436. Agnès, certains de nos auditeurs se demandent peut-être ce qu'on entend par acte antisémite. Par exemple, un conducteur de taxi qui refuse une famille parce que juive, comme c'est arrivé en octobre dernier. Est-ce que ça, c'est recensé comme un acte antisémite ? Oui, parce que l'antisémitisme, ça se traduit de différentes façons. Ça peut être des menaces sur les réseaux sociaux, des propos dans la rue, des altercations, des distributions de tracts contenant des contenus antisémites ou parfois du vandalisme dans les cimetières. Parfois, ce sont même des synagogues qui sont directement visées. Oui, je pense à l'une d'elles en particulier, c'est celle de la Grande Motte, incendiée durant le mois d'août. En effet, l'attaque de la synagogue de la Grande Motte, ça marque vraiment un tournant dans la violence antisémite des derniers mois. Selon Gérald Darmanin, qui était encore ministre de l'Intérieur à l'époque, l'objectif de l'auteur de cette attaque était de tuer des juifs qui devaient se trouver à l'intérieur de la synagogue. Il se trouve qu'il n'y avait personne, mais ils devaient être là. Et pour la première fois depuis l'attaque du Hamas, c'est le parquet national antiterroriste qui a été saisi. On voit qu'il y a une gradation très nette dans la violence par rapport à l'incident le plus grave recensé jusque-là, qui était l'incendie criminel de la synagogue de Rouen au mois de mai, mais qui était vide. La Grande Motte, ça choque particulièrement parce que c'est une station balnéaire tranquille, on est en plein été, et donc on voit que les actes antisémites deviennent de plus en plus graves. Des tags sur les murs des synagogues ou sur les murs des commerces tenus par des juifs, on passe à des agressions physiques. L'antisémitisme en France, ce n'est pas nouveau. D'ailleurs, c'est pas la première fois qu'on observe une telle vague après un événement lié à l'actualité. C'est vrai. À chaque soubresaut au Proche-Orient, ça a des répercussions pour les Français juifs. Par exemple, les semaines qui suivent le début de la seconde intifada en 2000 sont marquées par une succession d'actes antisémites. On l'a vu aussi au moment des assassinats commis par Mohamed Merah dans la région de Toulouse en 2012 ou lors des attentats de 2015. Et depuis le 7 octobre, il y a un changement, c'est-à-dire que l'antisémitisme semble de plus en plus décomplexé, voire banalisé. On assiste à une propagation et à une normalisation de ce phénomène qu'on connaît depuis 2 décennies pourtant et qui se confond désormais avec le rejet d'Israël. Et à l'approche du premier anniversaire des attaques du 7 octobre, la communauté juive anticipe une recrudescence des actes antisémites. Alors pour se protéger, elle organise sa propre sécurité.
Je mets plus ma Magen David dans la rue parce que déjà de base dans le métro c'était pas très safe de la mettre, mais maintenant c'est plus possible. On peut cacher sa kippa, etc. Donc c'est ça qui est inquiétant. J'ai retiré la mezouza et c'est une peine immense. Je regarde tout en derrière moi, je regarde derrière moi, à côté de moi, je regarde si on me suit pas. C'est une psychose. On l'entend Agnès, chez certains Français de confession juive, il y a une réelle angoisse. Oui. On peut ajouter d'autres exemples. Certains quittent les réseaux sociaux pour fuir le harcèlement, d'autres arrêtent de commander en ligne pour ne pas être identifiés comme juifs au moment de la livraison et risquer une agression. Et ça va même plus loin, il y a des juifs qui s'organisent pour devenir acteurs de leur propre sécurité. C'est-à-dire acteurs de leur propre sécurité ? C'est-à-dire que les Français juifs s'organisent pour se défendre. Ils ont créé depuis longtemps un service de protection dédié qui s'appelle le service de protection de la communauté juive, le SPCJ, qui se mobilise en cas d'agression physique. C'est une organisation de défense qui se revendique apolitique et à but non lucratif. C'est pas une milice d'autodéfense, faut être précis. Elle travaille beaucoup avec le ministère de l'Intérieur, mais elle a été fondée en 1980, il y a 40 ans, au moment des attentats de la rue Copernic. Mais son rôle récemment s'est accru avec la peur qui règne au sein de la communauté. Aujourd'hui, les Juifs en France savent qu'à chaque événement en Israël, cela aura des répercussions directes sur eux. Et c'est pour cette raison qu'ils les anticipent et se protègent. Est-ce qu'il y a d'autres exemples où la communauté juive a créé ses propres services ? Oui, dans la même veine, il y a un service de protection médicale qui a été créé par des médecins juifs. L'idée, c'est que ce sont des volontaires qui interviennent sur les événements communautaires pour les soins de premier secours. Il y a tout un écosystème qui est en train de se développer. On a vu aussi un service de taxi dédié avec une ligne de téléphone spécifique. On vérifie la carte d'identité des gens pour être sûr qu'il n'y aura pas d'incident. Et dans certaines villes, on voit des enfants juifs qui quittent l'école publique parce qu'ils ne se sentent plus en sécurité et qui s'inscrivent, dont les parents les inscrivent dans des écoles confessionnelles juives, voire dans le privé catholique. Un réseau de taxis dédiés, des formations en premier secours, des élèves sortis de l'école publique. Pourtant, c'est le rôle de l'État d'assurer la sécurité des Français juifs. Personne ne touchera un cheveu d'un juif de France sans attendre la réponse foudroyante de l'État. Agnès, quelle a été cette fameuse réponse de l'État ? Alors, il y a déjà la présence policière devant les lieux communautaires qui est accrue dès qu'il y a une menace. Le gouvernement participe aussi à la sécurisation de certains bâtiments. Par exemple, le ministère de l'Intérieur investit 4 millions d'euros en 2023 pour assurer la sécurité des lieux de culte. Mais cela ne couvre que les frais techniques et pas les frais humains. Donc à chaque fois qu'il y a un événement dans la communauté juive et qu'il y a besoin de vigiles ou d'agents de sécurité, ce sont les communautés qui doivent payer. Alors après, il y a une autre dimension qui est la lutte contre l'antisémitisme. Il y a souvent des déclarations. Il y a eu en mai des assises de la lutte contre l'antisémitisme qui n'ont pas donné grand-chose. Et en février 2019, par exemple, Emmanuel Macron promet l'adoption d'une définition de l'antisémitisme étendue à l'antisionisme. Il annonce aussi le vote d'une loi contre la haine sur Internet. Tout ça, c'est adopté. Et il annonce aussi un audit sur la déscolarisation des enfants juifs dans les écoles publiques. Et qu'est-ce qu'il révèle, cet audit ? Pas grand-chose, parce qu'il n'a jamais été réalisé. Après les annonces du président de la République, Jean-Michel Blanquer fait des déclarations disant qu'à chaque fois qu'il y aura un incident dans un établissement, il y aura une équipe qui sera envoyée pour regarder ce qui se passe. Gabriel Attal, qui est à l'époque aussi son secrétaire d'État, promet la même chose. Et en fait, on a l'impression que le projet avance, on parle de diagnostic notamment dans l'Académie de Créteil, et en fait, il ne se passe rien. Mais Agnès, cet audit, pourquoi il n'a jamais été fait ? Parce qu'en fait, les politiques sont embarrassés. En France, on n'a pas le droit de faire des statistiques ethniques, donc on ne sait pas très bien comment traiter le problème, et puis il faut se rappeler de l'histoire, c'est-à-dire que faire des listes d'enfants juifs, c'est pas terrible pour des politiques français, ni pour personne d'ailleurs, c'est mal perçu. Et donc, la peur de l'instrumentalisation, ça incite à la prudence extrême. Voilà. Mais sans statistiques, on ne peut pas connaître l'ampleur du phénomène, on ne peut pas connaître son évolution. Aujourd'hui, on se réfère encore à des données qui datent de 2004. Et en effet, l'équipe de Jean-Michel Blanquer, donc qui est à l'époque ministre de l'Éducation, plutôt que de réaliser l'audit, va préférer traiter les incidents un par un, localement. Résultat, aujourd'hui encore, personne ne sait combien d'enfants juifs ont quitté l'école de la République par sentiment d'insécurité. Face à tout ce qu'on vient de raconter, certains Français de confession juive quittent le pays. Ça, on en avait déjà parlé dans l'armoire de la loupe. C'était Alexandra Saviana du service Société qui nous avait donné la définition de l'ALIA. Alors, alia, ça veut dire ascension ou montée en hébreu. Concrètement, ça désigne le fait d'immigrer, de s'installer en Israël. On parle de la montée des Juifs partout dans le monde en Israël.
Oui, même si certains le font pour des raisons personnelles ou familiales, on a vu une nette hausse des alias depuis le 7 octobre. D'après le ministère de l'Alia et de l'Intégration, qui est un organisme israélien, depuis le 7 octobre, plus de 6000 Français ont déposé un dossier en vue d'une installation, contre autour de 1000 à la même période l'année dernière. Attention, dépose de dossier ne veut pas dire départ, mais ça veut simplement dire qu'il s'informe sur l'ALIA. C'est une obligation de déposer un dossier pour avoir ces informations, mais ceci dit, ça reste quand même un signe important de l'inquiétude de la communauté juive de France. La montée de l'antisémitisme en France, un enjeu de sécurité nationale. Merci Agnès pour tes explications. Merci Charlotte. Et dans le prochain épisode de cette série, il sera encore question des conséquences du 7 octobre chez nous. Comment la guerre Israël-Hamas a divisé et divise encore la classe politique. Alors pour ne rater aucun des épisodes de La Loupe, chers auditeurs, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict. C'est là que vous pouvez nous laisser des étoiles si ça vous plaît et nous écrire des commentaires. Vous pouvez retrouver tous nos articles sur les conséquences du conflit dans le dernier numéro de l'Express et également sur notre site l'express.fr. Le premier mois d'abonnement est actuellement à 1 €. La France après le 7 octobre est une série écrite par Léa Bertrand et réalisée par Jules Cros.